Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Révélation des mondes anciens, Revelations of the Ancient World, pour ceux qui regardent aussi certaines vidéos en anglais. Aujourd'hui, je vais vous présenter pas seulement la carte de Piri Reis, mais tout un ensemble de cartes antiques mises bout à bout vont constituer une réelle clé de compréhension de notre ancien passé, de notre passé lointain. Vous verrez que à l'époque, on était capable de certaines choses, de connaître certaines choses qu'aujourd'hui on ne peut pas concevoir. Aujourd'hui on peut concevoir beaucoup de choses qu'on est capable de tester, de vérifier grâce à la science, grâce aux moyens technologiques, mais on n'est pas du tout en mesure de comprendre, d'appréhender et de simplement imaginer qu'à l'époque on avait aussi des connaissances et accès à un monde qui aujourd'hui nous semblerait peut-être presque inconnu. Vous allez voir dans cette présentation qu'à l'époque nous étions peut-être beaucoup plus avancés que ce qu'on croit aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit dans l'introduction, il n'y a pas que la carte de Piri Reis qui va nous permettre d'avancer et de comprendre ensemble. Par contre, la carte de Piri Reis est un très bon point de départ. C'est pour ça que je vais commencer par cette carte de Piri Reis qui date de 1513. On estime d'habitude que la calotte glaciaire antarctique, dans son étendue, est vieille de plusieurs millions d'années. Aucun problème là-dessus. Par contre, quand on se penche un petit peu plus sur ce cas, cette théorie prête sérieusement le flanc à la critique, si sérieusement qu'il n'est pas besoin de supposer que la carte qui a été réalisée par Piri Reis décrive la terre de la Reine Maude telle qu'elle se présentait. Terre de la Reine Maude, c'est bien sûr le surnom de l'Antarctique, telle qu'elle se présentait il y a plusieurs millions d'années. C'est vrai que les données les plus récentes laissent penser que la terre de la Reine Maude et ses régions avoisinantes apparaissaient sur la carte sans la glace qui la recouvre aujourd'hui. Et cette période durant laquelle il n'y avait pas de glace, elle a pris fin il y a 6000 ans. Donc ces données sur lesquelles nous reviendrons un petit peu plus tard nous dispensent de la tâche écrasante d'avoir à déterminer qui aurait disposé d'une technologie permettant de réaliser le relevé qui aurait conduit à la cartographie précise de l'Antarctique. Pour continuer, il faut garder certains faits à l'esprit. Le premier, c'est que la carte de Piri Reis, c'est un document authentique. C'est pas un hoax, c'est pas un fake, c'est pas une supercherie. C'est un document authentique qui a été réalisé par l'amiral Piri Reis à Constantinople, en 1513, de notre ère, je précise, c'est pas avant Jésus-Christ. Le deuxième élément, c'est que cette carte montre essentiellement la côte occidentale de l'Afrique, la côte orientale de l'Amérique et la côte de l'Antarctique du sud de l'océan Atlantique. Le troisième élément, c'est que Piri Reis n'aurait pas pu obtenir ces informations sur cette région de l'Antarctique auprès des navigateurs contemporains de son temps, du XVIe siècle, dans la mesure où l'Antarctique n'a été découvert qu'en 1818, soit 300 ans plus tard, et que la présence de terre en dessous des glaces, elle, n'a été découverte qu'au courant du XXe siècle. Donc tout simplement, Piri Reis a dû se baser sur des documents anciens qu'il a compilés pour en tirer une carte. Mais c'est absolument pas de manière contemporaine, au XVIe siècle, en 1513 ou un petit peu avant le temps qu'il mette tout ça sur pied, qu'il aurait pu avoir accès à ces informations. La quatrième chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est que la présence de la côte de l'Antarctique sur la carte constitue un véritable casse-tête dans la mesure où les données fournies par la géologie confirment que la date la plus tardive à laquelle elle aurait pu être relevée et cartographiée sans les glaces qui les recouvrent aujourd'hui, et 4000 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire il y a 6000 ans. Cinquième élément, aujourd'hui on ne peut pas déterminer réellement la date la plus ancienne à laquelle une cartographie telle que celle-ci aurait pu être faite. Par contre, on peut penser que le littoral de l'Antarctique soit resté libre de glace, vierge de toute calotte glaciaire, pendant très longtemps, au moins 9000 ans avant qu'il ait été englouti entièrement par la calotte glaciaire. Donc on disait 9000 ans, c'est-à-dire que la calotte glaciaire a commencé à se propager à partir de 6000 ans, il y a 6000 ans, donc 4000 avant Jésus-Christ, et donc si on enlève à nouveau ces 9000 ans, on serait à 13 000 ans avant Jésus-Christ. 13 000 ans avant Jésus-Christ, à quelques centaines ou peut-être 1500, 2000 ans maximum près, on retombe dans une période durant laquelle il y aurait pu y avoir un grand cataclysme
La dernière chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est que les dernières civilisations connues ne sont apparues qu'après cette période de 4000 ans avant Jésus-Christ. Quand je dis civilisation, c'est donc la sédentarisation, l'agriculture, etc., etc. En d'autres termes, la véritable énigme qui est posée par cette carte de Piri Reis qui date du XVIe siècle, je rappelle 1513, c'est pas vraiment qu'elle représente un continent qui était inconnu jusqu'à ce qu'on le découvre en 1818, mais qu'elle décrive plutôt une partie de la côte de ce continent dans des conditions climatiques qui ont pris fin il y a 6000 ans et qui ne se sont pas renouvelées aujourd'hui, et qu'elle représente un continent dont on connaît l'existence telle qu'elle que depuis le XXe siècle. Quand on parle de la carte de Piri Reis, il faut malgré tout bien reconnaître que c'est un terme quelque peu usurpé. C'est vrai que lui-même reconnaît dans des notes écrites de sa propre main qu'il n'est pas nécessairement le responsable du relevé et de la cartographie de cette carte, mais qu'il a plutôt eu un rôle de compilateur, et comme je le disais avant, de celui qui a cherché les informations avant de les croiser entre elles pour en tirer la fameuse carte qu'aujourd'hui on appelle carte de Piri Reis. Piri Reis, lui, il n'avait aucune hypothèse concernant l'identité de ceux qui ont réalisé les cartographies de l'époque. En 1966, cependant, le professeur Hapgood proposa une solution un petit peu nouvelle et qui était même perçue comme provocatrice par rapport à ce problème. Il avait écrit un livre qui s'appelait Maps of the Ancient Sea Kings, donc qui veut dire les cartes des anciens rois de la mer, où il soutient que certaines des cartes utilisées à la base par Piri Reis dataient du IVe siècle avant notre ère, elles-mêmes fondées sur des sources encore plus anciennes. Donc quand on remonte aussi loin, on retombe vraiment dans ce courant de pensée, d'archéologie alternative, où on remonte à des dates très 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 anciennes. Et d'ailleurs, à son avis, il y a des preuves irréfutables qui démontreraient que la Terre avait été entièrement cartographiée avant l'an 4000, avant Jésus-Christ, par une civilisation inconnue, ayant atteint un haut degré de savoir-faire technologique. D'ailleurs, je vais prendre un passage de ce livre pour que vous ayez un petit peu plus d'éléments pour voir quelle est l'approche de ce Hapgood. Je cite, « Il semble, concluait-il, que des informations géographiques d'une grande précision se soient transmises de peuple en peuple dans la plus haute antiquité. Ces cartes, selon toute vraisemblance, ont été dressées par un peuple inconnu, puis léguées à d'autres civilisations, peut-être les Crétois, de l'époque de Minos et les Phéniciens, qui furent, pendant plus de 1000 ans, les plus grands marins du monde antique. Nous savons qu'elles furent recueillies et étudiées dans la grande bibliothèque d'Alexandrie en Égypte, et que les géographes qui y travaillaient en ont réalisé des compilations. » Donc là, on voit qu'à partir d'Alexandrie, d'après ce qu'a reconstitué Hapgood, il y a des copies et des compilations, et certaines cartes d'origine qui auraient été transférées à différents endroits, notamment Constantinople. Et finalement, c'est après la crise de Constantinople par les Vénitiens, pendant la 4e croisade en 1204, que les cartes commencèrent un petit peu à reparvenir entre les mains des marins et des découvreurs européens. Je continue la citation du livre de Hapgood. La plupart de ces cartes concernaient la Méditerranée et la mer Noire, mais des cartes d'autres régions étaient également disponibles. Certaines d'entre elles représentaient le continent américain, ainsi que des océans comme l'Arctique et l'Antarctique. Il ne fait aucun doute que d'anciens voyageurs avaient parcouru la Terre du pôle Nord au pôle Sud. Aussi incroyable que cela puisse paraître, nous avons la preuve qu'un peuple ancien a exploré l'Antarctique quand ce continent était encore libre de glace. Il est également manifeste que ce peuple disposait d'instruments de calcul de longitude largement supérieurs à tous ceux que possédaient les peuples de l'Antiquité, du Moyen-Âge et de l'époque moderne avant la seconde moitié du XVIIIe siècle. Ces traces d'une technologie perdue viennent à l'appui des nombreuses hypothèses relatives à l'existence, dans les temps les plus reculés, d'une civilisation perdue. Les spécialistes représentent la science officielle et rejettent la plupart de ces indices, comme de pures fables, mais certaines preuves ne peuvent pas être écartées. Cela suppose que toutes les autres preuves mises en avant dans le passé doivent être réexaminées en dehors de toute idée préconçue. Une autre chose qui est très peu connue, c'est qu'à l'époque, ce Hapgood, il avait reçu le soutien de 2 personnes clés. La première, c'était le président de l'American Geographical Society, donc vraiment un grand ponte. Et le deuxième, croyez-le ou non, c'est Albert Einstein. Et malgré ces 2 soutiens de poids vraiment énormes,
Il n'a jamais été considéré et il a toujours été relégué par ses pairs au rang de bonhomme qui vagabonde au gré de ses élucubrations et de ses théories que personne ne peut vérifier. C'est quand même incroyable. D'ailleurs, Albert Einstein fut l'un des premiers à le comprendre, ce brave Hapgood, qui était incompris par ses pairs. Donc Albert Einstein était l'un des premiers à le comprendre et il a d'ailleurs accepté de rédiger la préface du livre qu'Hapgood avait écrit en 1953. Ce livre, il s'appelait Earth Shifting Crust, comprenait le glissement de l'écorce terrestre. Et c'est un livre qu'il a écrit avant d'entreprendre ses recherches sur la carte de Piri-Reis. Et dans ce livre, on retrouve donc la préface écrite des mains d'Einstein et il dit ceci. « Je reçois souvent des lettres de personnes désirant me consulter sur les travaux inédits. Il va sans dire que ces travaux sont, dans leur grande majorité, dépourvus de la moindre valeur scientifique. Le tout premier courrier, cependant, que m'adressa M. Hapgood, m'a électrisé. Son idée est originale, d'une grande simplicité, et si rien ne vient la contredire, d'une grande importance pour tout ce qui touche à l'histoire de la surface du globe. » Donc l'idée exposée dans ce livre qui date de 1953, écrit par Hapgood, qui s'appelle « Le glissement de l'écorce terrestre », la voilà cette idée. Il expose une théorie géologique planétaire qui explique avec subtilité comment et pourquoi de grandes parties de l'Antarctique seraient restées libres de glace jusqu'en 4000 avant Jésus-Christ. Et c'est ainsi qu'on retrouverait également d'autres anomalies géophysiques. Et sa thèse, on va pouvoir la résumer en 4 points clés. Le premier, l'Antarctique n'a pas toujours été recouvert de glace. Il a même bénéficié pendant une certaine période d'un climat beaucoup plus chaud qu'aujourd'hui. Deuxième point clé, ce continent jouissait d'un climat chaud parce qu'il n'était pas physiquement situé au pôle sud pendant cette période, la période que suppose Hapgood. Il se trouvait à environ 3000 km au nord de son emplacement actuel, dans un environnement climatique tempéré ou froid tempéré. Le froid tempéré, ça va être le nord de l'Europe, Hanovre en Allemagne par exemple, Danemark, le sud de la Suède avec Malmö, ce genre de ville. Troisième point clé, le continent a trouvé sa position actuelle à l'intérieur du cercle antarctique sous l'effet d'un mécanisme baptisé déplacement de l'écorce ou de la croûte terrestre. Selon ce phénomène, qui doit surtout pas être confondu avec l'inversion des pôles ou la tectonique des plaques, ou même la dérive des continents, en fait, à travers ce phénomène, la lithosphère, c'est-à-dire l'ensemble de la croûte externe de la Terre, pourrait, de temps à autre, basculer. Et quand elle bascule, elle va glisser sur la masse intérieure molle, un peu comme une peau d'orange si elle se détachait de la pulpe. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que la pulpe dans une orange, elle est attachée en haut et en bas. Et donc si on était capable de détacher la pulpe de l'écorce d'une orange sans même toucher à l'écorce, eh bien en fait on pourrait faire pivoter l'écorce de l'orange autour de la pulpe et de ce qui est à l'intérieur du fruit. Et ce serait un petit peu le même mécanisme qui se serait produit selon Hapgood pour la Terre. Quatrième point clé de sa thèse, pendant que le glissement vers le sud de l'Antarctique provoqué par ce déplacement de la croûte terrestre, le continent en fait se serait progressivement refroidi avec la formation d'une calotte glaciaire qui s'étendrait de plus en plus, inexorablement, pendant des centaines, des milliers, même peut-être des dizaines de milliers d'années. À ce moment-là, le problème pour Hapgood, c'était d'être capable de démontrer quel pourrait être le mécanisme concevable qui aurait été capable d'imprimer une poussée si forte sur la lithosphère pour pouvoir provoquer un phénomène d'une telle ampleur qui résulte en un déplacement intégral de la croûte terrestre. Ça, c'est une question, c'est la question qui a fait douter tout le monde et qui a totalement décrédibilisé son approche parce qu'il n'était pas nécessairement capable de dire quel était ce mécanisme qui avait engendré tout ça. Par contre, Einstein est capable de résumer les trouvailles d'Hapgood. Et je vais de nouveau citer Albert Einstein. Dans les régions polaires s'opère un dépôt continuel de glace, laquelle ne se répartit pas de façon égale autour du pôle. La rotation de la Terre agit sur ces pôles dissymétriques et imprime une force centrifuge agissant sur la croûte rigide de la Terre. D'une intensité croissante, la force centrifuge ainsi produite induira, à partir d'un certain seuil, un déplacement de la croûte terrestre sur le reste du globe. Ça vient directement de la bouche, des mains d'Albert Einstein. Et dans cette carte de Piri-Reis, visiblement, on trouverait des indices qui viendraient appuyer, en quelque sorte, ce que vient de nous dire Einstein, que la glaciation récente de certaines parties de l'Antarctique, serait le résultat d'un basculement soudain vers le sud de la croûte terrestre.
Et en plus de ça, dans la mesure où une telle carte ne peut avoir été dressée qu'avant 4000 avant Jésus-Christ, il y a 6000 ans, ses implications quant à l'histoire de la civilisation humaine sont extraordinaires. Enfin, je veux dire, quand on réfléchit 2 secondes, c'est absolument prodigieux de se dire que des cartes auraient pu être faites à une époque où les bonhommes se baladaient en pagne et qu'ils n'avaient pas la roue, enfin, on connaît toute l'histoire. Il faut, malgré tout, faire preuve d'un petit peu d'honnêteté et se demander qui était vraiment Piri Reis et quelles étaient ses sources. Donc Piri Reis, à l'époque, c'était vraiment un personnage célèbre. Il a toujours été formellement identifié d'un point de vue historique. Il était amiral à la marine ottomane. Il a pris part à de très nombreuses batailles navales. Il en a gagné énormément, surtout vers le milieu du XVIe siècle. On sait aussi que c'était un expert en matière d'hydrographie. Il a émis beaucoup de cartes de la mer Méditerranée et il est d'ailleurs l'auteur d'un ouvrage de navigation, Kitabi Barrier. Désolé pour la mauvaise prononciation, je relis mes notes tant bien que mal. Et cet ouvrage, en fait, il fournit une description complète des côtes, des ports, des courants marins, j'entends, je parle toujours de la Méditerranée, des fonds, des baies, des détroits, tout ce que vous voulez concernant la mer Méditerranée et aussi ce qu'on appelle aujourd'hui la mer Égée. Donc Piri Reis, il était très connu, il a eu une illustre carrière, pourtant il tomba en disgrâce en 1554, donc vraiment presque à l'apogée de son œuvre, et il fut décapité. Je disais avant qu'il faut se demander quelles sont les sources de Piri Reis. Selon toute vraisemblance, tous les documents qui ont servi à l'établissement de cette carte étaient conservés à Constantinople dans la bibliothèque impériale, à laquelle l'amiral de toute évidence pouvait avoir accès autant qu'il voulait. D'ailleurs, ces sources, qui provenaient peut-être d'autres centres intellectuels encore plus anciens, on rappelle la bibliothèque d'Alexandrie par exemple, n'existent plus, ce qui est très problématique quand aujourd'hui on voudrait peut-être se remettre sur le chemin de Piri Reis et refaire cette carte, retirer les mêmes conclusions ou en tout cas réanalyser les données sources que lui avait utilisées à l'époque. D'ailleurs, cette carte de Piri Reis, elle a été retrouvée qu'en 1929 dans la bibliothèque de l'ancien palais impérial de Constantinople. Elle était simplement peinte sur une peau de gazelle et conservée sous la forme d'un rouleau sur une vieille étagère. Donc c'est très intéressant de voir à quel point on a dû attendre une période moderne pour retomber sur un document aussi essentiel, ou en tout cas qui peut être aussi essentiel. Je le rappelle, le fait d'avoir découvert l'Antarctique et sa topographie subglaciale, ça date de 1949. Donc la découverte de l'Antarctique, c'est 1818. Mais la découverte qu'en dessous de la glace de l'Antarctique, il y a effectivement un continent, ça date de 1949. Donc on voit que Piri Reis n'était pas un charlatan. On voit que Piri Reis était quelqu'un de sérieux, reconnu, même s'il a été tué de manière un petit peu brutale, en pleine carrière. Donc maintenant la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on pourrait être le fruit de l'héritage d'une civilisation bien plus ancienne ? Il faut faire preuve d'honnêteté et aussi de réserve. Si Piri Reis avait été le seul à produire une carte, on pourrait très bien dire que la précision de la carte n'est que coïncidence et que c'est simplement le fruit de l'imagination d'un illuminé qui veut sortir de nouvelles théories. Le problème, entre guillemets le problème, mais c'est ce qui nous arrange nous, c'est que Piri Reis n'a pas été le seul à créer des cartes. Des cartes aussi précises, des cartes aussi anciennes, qui montrent le monde d'une manière que nous, théoriquement, nous n'avons pas connue. Donc je vous donne rendez-vous au prochain épisode, parce que dans ce prochain épisode, on va aborder ensemble ces différentes cartes, qui sont les autres que Piri Reis, parce qu'il n'y a pas que lui. Il est très connu, mais il n'y a pas que lui. Donc je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro, et dans ce numéro, on va aborder ensemble les autres personnes, les autres personnages, les autres chercheurs, explorateurs, qui ont fait d'autres cartes tout aussi mystérieuses. À très bientôt.